Bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, élections sur fond de crise en Thaïlande et la révolte de la main-d'œuvre bon marché en Asie du Sud-Est. C'était jour d'élection dimanche en Thaïlande, des élections très attendues, mais sous haute tension également dans ce pays de 70 millions d'habitants. Alors, depuis quelques années déjà, c'est chemise rouge contre chemise jaune, en particulier à Bangkok, la capitale. Mais dans ce pays au revenu moyen de 5 210 $ par année, dans cette monarchie constitutionnelle, ce sont surtout les chemises jaunes que l'on voit manifester leur opposition au régime de Yingluck Shinawatra, qui est la première ministre depuis 2011. Et les protestataires, les manifestants ont d'ailleurs perturbé la tenue du vote du 2 février, en empêchant notamment la distribution des urnes dans un bureau de vote sur 10 à peu près, et contestent encore aujourd'hui cette élection et leurs résultats par conséquent. Pour faire le point sur la situation, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rodolphe de Coninck, qui est professeur de géographie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études asiatiques. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je dois dire que c'est un grand plaisir de vous avoir, puisque moi-même, et je suis sûr plusieurs de nos téléspectateurs ont regardé avidement votre émission « Le monde à la carte », qui a eu un très grand succès. Donc, bienvenue sur notre plateau. Re-bienvenue en studio. Donc, sur la Thaïlande, c'est une situation assez complexe et aussi, je dirais, assez contre-intuitive, parce que cette fois-ci, les manifestants ne veulent pas d'élection, ne voulaient pas d'élection. Qui sont ces manifestants et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Bon, d'une façon générale, on peut dire que c'est la droite. Bon, ça ne suffit pas de dire cela, dans la mesure où, en Thaïlande, les alliances de droite sont assez, là aussi, inédites. Elles comprennent des gens qu'on pourrait qualifier d'authentiques démocrates, il y a en tout cas un certain nombre d'années, avec des monarchistes, puis des monarchistes irréductibles, même ce qu'on pourrait appeler des ultra-monarchistes. Et puis finalement, une alliance de circonstances avec des représentants de séparatistes malais dans le sud de la Thaïlande. OK. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ceux qui sont représentés par les chemises jaunes, encore que cette fois-ci, ce ne sont plus le mouvement des chemises jaunes qui revendique cette contestation des élections annoncées et puis à moitié réalisées hier, enfin à moitié, à 90 %. Bon, pourquoi? Il y a quelques étapes qu'il faut rappeler. C'est que la Thaïlande est donc un pays où, d'une part, la monarchie, bien qu'elle ait été renversée en 1932 par un coup d'État, et a été reconstituée, en quelque sorte, pour devenir une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire une monarchie, à la limite, où le roi a quand même un droit de veto, un peu comme en Angleterre ou enfin au Royaume-Uni, mais n'a pas de pouvoir exécutif réel et surtout pas législatif. Cette monarchie, depuis lors, a beaucoup composé avec les militaires, parce que c'est un coup d'État militaire en 1932 qui a renversé la monarchie, puis il y en a eu plusieurs depuis, et donc le dernier en date, qui a renversé Thaksin Shinawatra, le père de l'actuel premier ministre. Bon, quand Shinawatra a été renversé, c'était en gros la droite qui ne voulait plus de lui. Quand vous dites la droite, pour spécifier, c'est la droite bourgeoise, c'est la classe la droite moyenne? C'est ça, oui. Bon, effectivement, il faudrait expliquer un peu mieux. Le parti, celui qui s'appelle le Parti démocrate, qui est donc vraiment de droite, et dans l'opposition. Et actuellement dans l'opposition, est largement représenté et comment dirais-je, structuré par les élites de Bangkok. Il faut rappeler que la Thaïlande, de tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est probablement celui où la dichotomie ville-campagne est la plus marquée. Ah oui. On a vraiment une macrocéphalie presque unique au monde, c'est-à-dire une ville immense, Bangkok. La région métropolitaine fait 14 millions d'habitants, la ville elle-même en fait 8 ou 9, dans un pays donc de 70 millions d'habitants, où il y a deux autres villes qui font pas le million. L'équivalent de ça, c'est la France, mais il y a quand même au moins un certain nombre de villes majeures en France qui tiennent tête à Paris, ce qu'on appelait Paris le désert français autrefois. Bangkok et le désert thaï, c'est pas une image exagérée. Bangkok qu'on peut voir dans le fond de la baie, je crois, sur la carte derrière nous. Sur la carte qui est ici à l'écran, Bangkok donne sur le golfe du Siam, là, donc accède à la mer de Chine méridionale.
à la tête d'une grande vallée centrale et est encadré par des régions rurales. La plus importante au plan démographique, c'est ce qu'on appelle le plateau du Nord-Est, donc au nord-est de Bangkok, du côté de la frontière avec le Cambodge et le Laos, comme on voit bien sur cette carte très simple. Là. Et puis, bon, ce qu'on appelle le Sud, c'est cette longue péninsule qui descend jusqu'à la Malaisie et à la frontière de laquelle, Malaisie, il y a quelques provinces thaïs qui sont à majorité malaises. Bon, OK? On peut en dire beaucoup plus, mais en gros, et les différences de revenus, vous avez évoqué un revenu per capita moyen de un peu plus de 5 000 $ par année, mais en réalité, c'est 12 ou 15 000 par année à Bangkok, facilement, et 500 $ par année dans le sud ou sur le plateau du Nord-Est. Et quel est le malaise de cette... Et le malaise, c'est que donc ce Shinawatra qui a été taxé, lorsqu'il a été renversé, c'est parce qu'il avait, comme en quelque sorte, trahi la droite qu'il avait mise au pouvoir en appliquant des politiques de redistribution de la richesse assez systématiques, en favorisant les services sociaux dans les campagnes, en favorisant la subvention aux riziculteurs, aux petits producteurs de riz. Bon, on l'a qualifié de populiste, ce qui était assez vrai parce que c'était un représentant de la classe fortunée qui avait été élu. Bon, on a considéré qu'il n'avait pas joué le jeu à laquelle on voulait qu'il s'amuse, à savoir encore accroître la richesse des riches à Bangkok, et donc on l'a renversé. Quelques années plus tard, alors qu'il était en exil, il a fallu qu'il se sauve parce qu'on a essayé on l'a condamné à, soi-disant, pour corruption, ce qui est un sport largement pratiqué par toutes les élites politiques dans le sud-est asiatique en général. C'est monnaie courante, c'est l'accusation habituelle. Oui. Bon, le cas de Shinawatra, on ne peut pas entrer dans les détails. Il est milliardaire, mais ce n'est pas le seul chef d'État milliardaire dans le monde, il faut se le rappeler. Il est milliardaire en dollars. Oui, il est milliardaire en dollars, Shinawatra. Il est propriétaire de la plus grande compagnie de téléphone au pays qui collabore beaucoup avec Singapour. Mais là, je pourrais vous tenir jusqu'au réveillon là-dessus. C'est une longue histoire. C'est un milliardaire qui a eu des politiques de gauche, si on veut, de redistribution. Tout à fait. Et pas factice, vraiment appliqué. Il y a vraiment eu une redistribution des pouvoirs, parce que forcément, la redistribution de la richesse, c'est la redistribution des pouvoirs. Et donc, il a de plus en plus eu l'appui des paysanneries, essentiellement celle du Nord-Est, donc ce plateau de Korat, ce qu'on appelle le plateau de Korat, où il y a à peu près presque 30 % de la population de la Thaïlande qui vit là, et qui est largement paysanne, pauvre, et qui a voté massivement pour lui, tout comme celle du nord de la Thaïlande. D'accord. Bon. Ça, ce sont les chemises rouges. Voilà. Oui. Et ce sont ces gens-là qui, lorsque Thaksin a été écarté, ont protesté. Et bon, il y a eu, vous savez, c'est très compliqué d'expliquer en quelques minutes ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des excès de la part des chemises rouges et aussi de la part des chemises jaunes qui ont occupé les aéroports de Bangkok il y a quelques années, qui ont bloqué la Thaïlande. Et ça, c'était donc les chemises jaunes qui s'en prenaient au fait que c'était la famille Shinawatra qui revenait tranquillement au pouvoir parce que donc Yingluck, la sœur de Thaksin, a été élue en 2011. Ouais. Voilà. Et donc, même moi, je m'y perds parfois parce que c'est assez compliqué. Mais en ce moment, c'est les chemises jaunes qu'on voit surtout Oui, manifester. alors là, ce qui se passe, c'est que... Pourquoi on ne voit pas les chemises rouges plus que ça? Ça, c'est un peu difficile à expliquer. Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils se disent que les chemises jaunes vont s'enferrer tout seuls. Que la droite va s'enferrer parce que sa légitimité à l'heure actuelle est dérisoire. Les élections qui ont eu lieu hier, que Yingluck a essayé de faire tenir et qui se sont tenus en quelque sorte, était garanti pour reporter le parti de Yingluck, le parti du peuple thaï, au pouvoir. Ça ne faisait pas de doute. Ça faisait pas de doute. C'est comme un référendum qu'on a peur de perdre, puis on se dit, écoutez, 51 %, ça ne marche pas un référendum à 51 %. C'est pas vrai, c'est une décision trop importante, on ne peut pas trancher sur une question. C'est aussi ridicule comme ça. Vous ne voulez pas se résoudre au jeu de la démocratie. Voilà, on dit, c'est sûr que le parti au pouvoir va remporter à nouveau les élections, parce qu'il a quand même, quelles que soient les raisons, il a l'appui de la majorité de la population du pays et en particulier des classes défavorisées. Alors, les classes favorisées de Bangkok manipulent littéralement le reste du pays. Ils disent, on n'en veut pas de ces élections-là parce que ça va nous ramener au bon vieux système. Bon, et donc, puis on n'accepte pas le principe de la démocratie, un vote plus un, qui ramènerait, parce que ça serait sans doute serré, ça serait peut-être 55 %, mais peu importe, les prédictions sont que le parti au pouvoir serait remis au pouvoir. D'accord. Vous avez parlé du roi tout à l'heure, un roi qui est vénéré, un roi qui a une grande importance symbolique. Est-ce qu'il a de l'influence? Est-ce qu'on pourrait le voir intervenir? Parce que je crois qu'il n'est pas beaucoup intervenu jusqu'à présent. Bon, vous avez raison de ramener cette question-là parce qu'elle est fondamentale. Bon, le roi, il est sénile, pour deux choses, premièrement.
Et il est lui-même manipulé. Et surtout, il est entouré d'une famille assez dysfonctionnelle. Et, un peu comme la couronne d'Angleterre, mais bien pire que ça. Alors, on est mal pris, parce que si le roi on s'en débarrasse, et c'est bien sûr ce que la gauche souhaite, appelons ça la gauche. Les démocrates se disent, cette royauté-là, c'est le 9e roi d'une dynastie, c'est le Rama IX, voudraient le voir disparaître. Alors, mais en même temps, ils n'ont jamais demandé cette destitution. Alors, la droite joue là-dessus en disant, si la gauche reste au pouvoir encore longtemps, la gauche, enfin, le Parti du peuple taille reste encore au pouvoir longtemps, ils vont finalement tasser le roi. Troisième élément de l'équation, les militaires. Les militaires, toujours, sont ceux qui décident, comme c'est eux, le dernier coup d'État qui avait renversé la famille Shinawatra. Ce qu'ils peuvent faire, c'est décider de reprendre le pouvoir, soit de ne pas tenir d'élection, puis d'accéder aux demandes de la droite, des chemises rouges, mais c'est peu probable. Disons, la situation est très incertaine, mais pour ce qui est du roi, une des raisons pour lesquelles on est dans le doute, c'est que si le roi décède ou abdique, son fils est complètement... c'est un drôle de personnage, et bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver à la monarchie elle-même. Et cette monarchie, elle a toujours été utilisée par et la gauche et la droite comme garant de la stabilité du pays. Bien. On aimerait continuer plus longtemps. C'est fort intéressant et complexe à la fois. Là, les résultats ne seront pas connus avant quelques mois, certainement. Vraisemblablement, pour la simple raison qu'il y a 10 des bureaux de scrutin qui ont été bloqués par les chemises jaunes, par la droite, qui n'a pas voulu que les élections se tiennent. Et ça, elle y est parvenue essentiellement à Bangkok et dans certains des États du Sud, provinces du Sud. Merci beaucoup. Vous restez avec nous et on parle de la révolte de la main-d'œuvre bon marché, toujours en Asie du Sud-Est. Voilà, merci. Merci. À l'avenir, il n'est pas impossible que vous deviez payer davantage pour vos vêtements, que votre T-shirt à 10 $ passe à 11, 12, peut-être 13 $, puisque dans les pays de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh et le Cambodge, par exemple, qui sont parmi les pays les moins avancés, c'est la révolte de la main-d'œuvre bon marché, qui travaille dans les sweatshops, ces ateliers de misère pour des salaires minimums qui oscillent parfois avec aussi peu que 68 à 80 $ et qui fournissent les vêtements des marques bien connues de Nike, Gap ou H&M, par exemple. Le phénomène est présent depuis quelques années déjà, mais a vraiment fait irruption dans l'actualité internationale avec l'effondrement d'un de ces ateliers au Bangladesh, le Rana Plaza, qui a fait 1130 morts en avril dernier. Après manifestations et grèves, il y a eu des mesures sociales instaurées avec l'établissement du salaire minimum dans certains pays ou une hausse du salaire minimum. Mais ce n'est pas terminé. Les ouvriers et les syndicats dans ces pays souvent ne sont pas satisfaits avec ces mesures et demandent davantage. Donc, pour parler de ce sujet, je retrouve Rodolphe de Coninck et j'accueille dans notre studio Philippe Fauché, qui est professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et qui est maintenant un de nos habitués à Planète Terre. Je vous lance la question. Pour ces pays, est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la sortie de la pauvreté ou en ébranlant l'industrie du textile, qui est très importante dans ces pays-là, est-ce qu'au contraire, ça ne risque pas de compromettre leur économie? Je commence avec vous, Philippe. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est normal que les travailleurs contestent. Il n'y a pas seulement les salaires, il y a les conditions de travail sont déplorables. L'effondrement de l'atelier montre que, évidemment, ces gens-là s'entassaient dans des conditions précaires. Ce n'est pas n'importe quel édifice qui s'effondre. Et 1130 morts montrent le problème social associé à cette situation-là. Donc, il y a une exploitation manifeste et que les syndicats gagnent du terrain. C'est souvent du travail des femmes, d'ailleurs, également, qui, donc, petit à petit, vont s'affirmer. Ces mouvements-là de contestation datent depuis plusieurs années, vous l'avez mentionné. Au Cambodge, en 2010, il y avait déjà des grèves importantes. En Chine, on en parle assez peu, mais il y a des grèves très fréquentes, semble-t-il, avec des manifestations très importantes. Donc, petit à petit, effectivement, il y a un mouvement là, de fond qui est en train d'arriver. Je vous rappelle qu'au Québec, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une génération, il y a des gens qui travaillaient à la pièce et qui faisaient des cols de chemise à 5 sous le col. Oui. Donc, cette évolution-là s'est produite également chez nous. D'accord. Oui, une première remarque, les deux pays sont très différents. Cambodge et Bangladesh. Oui, bien sûr. Oui. Le Bangladesh, c'est un état de misère très avancé. Le Cambodge, le
la situation est peut-être un peu moins dramatique. Les effectifs ne sont pas les mêmes, etc. Mais enfin, il reste que, comme on vient de le laisser entendre, ils font partie d'une étape dans la redistribution permanente des investissements à l'échelle planétaire à la recherche du cheap labor. Il ne faut pas se gêner, là, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est en Chine, mais il n'y a pas encore oui, si mais longtemps qu'on appelle l'atelier du oui, monde. Oui, mais justement, la Chine se retire progressivement du bas de gamme dans tout, y compris dans le textile. Hein? Et la part relative du textile dans l'économie chinoise est devenue presque marginale. C'est pas marginal, mais c'est moins de 20 des exportations, alors que dans le cadre et du Cambodge et du Bangladesh, c'est de l'ordre de 75 à 80 des exportations nationales qui viennent du textile. Ah, oui. Bon, ça, c'est une situation aberrante. Et c'est ce qui donne, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, et du poids aux investisseurs qui peuvent dire on vous tient par la barbichette, hein. On tient vos économies, toutes vos exportations viennent du textile, et d'autre part, de ces sweatshops, enfin de ces industries textiles, étant entendu que les entrepreneurs locaux vont quand même prendre la partie de leurs travailleurs, dire écoutez, on représente beaucoup pour vous, M. Gap, pour vous beaucoup, M. Benetton, etc., et compagnie, mais pour beaucoup, M. Walmart, on compte beaucoup pour vous puisqu'on contribue X aux vêtements que vous achetez pour $1 et que nous revendons, que vous revendez $20. Parce que les sweatshirts à $10, c'est rare dans les pays occidentaux. Mais est-ce que ces pays-là sont en mesure de donner en ce moment, de combler les besoins et les désirs des ouvriers qui demandent des hausses salariales importantes? Est-ce qu'ils sont en mesure d'offrir ça? Est-ce qu'ils sont en mesure de passer à la prochaine étape en matière de développement économique? Je ne sais pas si vous voulez... Moi, je peux répondre. Oui. Bien sûr qu'ils sont en main. Bien sûr que les entreprises... Vous savez, le taux de profit sur les produits textiles, le vêtement, sont faramineux, sont à peu près les pires, mais c'est historique. Hein? Ça remonte au 19e siècle. L'industrie textile a toujours été la vache à lait du capitalisme. Excusez-moi d'employer ce gros mot, mais ça a commencé comme ça en Angleterre, pendant la Révolution industrielle. Et l'ironie du sort, en passant, c'est pas inutile de le rappeler, c'est que c'est au Bangladesh, ou plus exactement au Bengale, que les Britanniques ont détruit l'industrie textile locale pour écouler sur le marché indien les textiles anglais. Pour ce faire, ils ont mutilé tous les tisserands du Bengale. Hein. C'est une des histoires les plus sordides de l'histoire de l'expansion européenne et de l'Empire britannique. L'horrible retour des choses, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est l'industrie textile bengali qui est la plus exploitée de la planète. Ou Bangladeshi, si vous voulez employer le mot pour désigner ce pays-là. Et ils ont les moyens de donner plus, ça c'est certain. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le risque là, de la logique très dure économique de si effectivement les salaires augmentent, ces entreprises-là vont... Chez H&M, qui est le deuxième producteur de vêtements au monde, est en train de délocaliser du Bangladesh en Éthiopie, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qui est lié à la dure réalité de la compétition économique, Philippe? Il y a plusieurs volets à la stratégie des entreprises. Le premier, c'est que H&M s'est engagé à augmenter les salaires de manière considérable en offrant ce qu'ils appelaient un salaire juste. Ils ne sont pas très bien précisés, mais il semble qu'ils aient envie de faire un geste pour augmenter et améliorer les conditions de travail. Ce qui est une stratégie autant dirigés vers les travailleurs de leurs usines que vers les consommateurs des pays occidentaux en leur disant « nous sommes des employeurs de bon niveau et qui respectent les gens qu'ils emploient ». Donc, il y a une espèce de responsabilité ou de responsabilisation des entreprises qui disent « nous sommes vulnérables auprès de l'opinion publique parce que si ça montre que l'on exploite ou surexploite des femmes et des enfants encore plus, cela va se passer très mal sur nos marchés cibles ». Première question. Deuxième question, il y a celle de, effectivement, se déplacer en fonction de la disponibilité de main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle dans le système capitaliste l'armée de réserve. L'armée de réserve, elle se trouve dans différents pays de la région en Asie et donc il y a une marge très importante. Troisièmement, mon collègue l'a mentionné, les marges de profit sont considérables. Et donc, une diminution, vous parliez d'augmenter le prix des t-shirts de 10%, de 15%, c'est insignifiant par rapport à la marge de profit qui est réalisée. Et de ce côté-là, je ne pense pas que les gens ici, si vous mettez le bon logo, la bonne marque, vont même voir que leur T-shirt préféré coûte $2 de plus. Mais est-ce que ce 15%-là ne devient pas signifiant si la compagnie en question est capable de l'épargner en allant en Éthiopie, par exemple? Il y a des coûts à se déplacer. C'est pas seulement ça. Il y a les usines, il faut former les gens. Les travailleurs
passe peu de temps, et donc il faut les renouveler rapidement. Il y a les délocalisations, ces gens-là viennent des campagnes, il faut les loger, il faut les... Bref, donc, c'est dans compliqué. l'intérêt des entreprises multinationales en question d'améliorer les conditions des ouvriers. Oui, mais il y a toutes sortes de facteurs en cause, de processus en cause, notamment la mécanisation, qui est d'ailleurs une histoire encore qui remonte à l'invention du métier à tisser, et qui fait qu'à un moment donné, le poids des travailleurs devient de moins en moins déterminant. On mécanise de plus en plus. À partir du moment où ça coûte moins cher d'investir dans la mécanisation, d'employer un travailleur au lieu de 10 ou 10 au lieu de 1000 dans une salle de confection, on va le faire. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises-là, elles n'ont aucune conscience. Ça ne fait pas partie du capitalisme d'avoir de la conscience. Je regrette, là. Elles sont là pour le profit, elles sont là surtout, puis il ne faut pas oublier aussi que le capitalisme familial, ça n'existe pratiquement plus. Ce sont des entreprises en bourse. Elles veulent des profits, puis elles en veulent le plus possible, et c'est la meilleure équation pour obtenir des profits qui va prévaloir. Et donc... Les économistes, excusez-moi, qui parfois ont une certaine conscience, ont un terme pour ce passage-là qui s'appelle le lowest turning point. Ça veut dire le point tournant, le point d'inflexion où justement la productivité vers la mécanisation remplace les travailleurs qui sont en moins disponibles, au moins grand nombre, ou coûtent plus cher. Généralement, il y a un lien entre les deux, le fait de coûter plus cher et d'être moins disponible. Alors, deux remarques. Donc, c'est une question de rapport de force, hein, et puis aussi de réglementation. Il faut donc que les États qui accueillent ces investissements-là fassent le calcul. Il faut qu'on réglemente jusqu'à un certain point, mais pas trop, parce que sinon, les gens vont repartir. Ils vont partir, comme vous venez de donner l'exemple en Éthiopie. L'avantage du Bangladesh, c'est qu'ils ont la masse de la main-d'œuvre. Mais si la mécanisation est trop rapide, la main-d'œuvre, ça compte plus. Oui, voilà. Ouais. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de l'émission. Merci. C'est l'heure des informations méconnues. Rodolphe, je commence avec vous. Ah bon, je commence avec moi. Écoutez, je pensais qu'un sujet qui pourrait être évoqué, c'est un sujet qui est à la fois dans tous les médias, en particulier dans nos journaux, à savoir la question du port du voile ici, mais où on oublie, je crois, quelquefois de regarder ce qui se passe ailleurs dans les pays musulmans, et notamment dans un pays, le premier pays musulman de la planète, l'Indonésie. Par le nombre de musulmans, 86 ou 7 d'une population de 240 millions. Alors, c'est plus qu'au Pakistan, qu'au Bangladesh, ou bien sûr que dans tous les pays du Moyen-Orient. Et où le port du voile, qui n'a jamais été pratiqué de façon, comment dirais-je, répandue jusqu'à il y a peut-être 15 ou 20 ans, est en croissance exponentielle. Et dans ce contexte où la pression sur les femmes pour porter le voile est de plus en plus marquée, et où le voile se révèle comme vraiment ce que j'appellerais, moi, le fer, ce bout de tissu devient le fer de lance de l'islam intégriste. Là-bas. Et ça, là-bas. Oui. Mais dans le pays musulman le plus relax, le plus joyeux du monde. L'Indonésie a été un des grands pays musulmans du monde où l'islam était très tolérant, très ouvert sur la musique, sur les arts, et ça fait débat, sur le théâtre. Et bien sûr que ça fait débat. Donc, et ils ont leur propre débat. Il faudrait que tous ceux qui veulent s'investir sur cette question lisent un peu sur ce qui se passe en Indonésie. Bien, merci. Philippe. Je vous présente aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent, excusez-moi, le Big Mac Index, c'est-à-dire cette mesure de l'économiste qui consiste à essayer de voir dans quelle mesure les monnaies sont sous-évaluées ou surévaluées par rapport à un produit uniforme qui est le Big Mac que l'on retrouve dans un très grand nombre de pays. C'est une manière de savoir si les monnaies sont sur- ou sous-évaluées les unes par rapport aux autres. Les mesures de la Fed, de la Banque centrale américaine, ce qu'ils appellent la stimulation monétaire et l'émission donc de monnaie importante a un effet qui augmente les fluctuations des monnaies à travers le monde. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si on prend pour mesure unitaire le Big Mac version US, autour de 5 $, 4,5 $, excusez-moi. Le Canadien est légèrement surévalué. Nous sommes autour de 5 $. Le champion, c'est la Norvège. Un Big Mac va vous coûter 7,80 $, US toujours. Non, c'est un français bien. Donc, oui. Mais par contre, pour le Nouvel An chinois, les Chinois s'en tirent à la moitié du prix. Et les Russes, pour les Jeux olympiques, vont pouvoir faire bombance, eux aussi, la moitié du prix du Big Mac américain. Donc, dans les fluctuations des monnaies, on voit tout de suite qui gagne et qui perd actuellement. Probablement, ça va changer très vite parce que la Fed américaine a annoncé qu'ils allaient modifier leur politique. Et là, les monnaies s'affolent en ce moment.
Il va y avoir beaucoup de choses et allez voir ça. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas parlé du Super Bowl, alors je vais combler ce manque, si vous permettez. Alors, est-ce que vous croyez que le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à travers le monde? Oui. C'est ce qu'on nous dit. Ça a été vrai jusqu'en 2010. Enfin, ça a été vrai à certaines reprises jusqu'en 2010, l'année pendant laquelle la Ligue des champions, le tournoi de soccer européen, est venu battre le Super Bowl. Évidemment, ça dépend de l'année aussi, parce que selon, là, on fait des projections. C'est une firme américaine qui a fait des projections d'auditoire. Cette année, c'est non seulement la Coupe mondiale de soccer, mais c'est également les Olympiques d'hiver. Et là, ce sont deux événements qui devraient battre le Super Bowl. Donc, il y aura la cérémonie d'ouverture, c'est l'événement qui est le plus regardé pour les Olympiques d'hiver, et la Coupe mondiale au Brésil en juillet. Donc, il y a 3 événements qui devraient battre le Super Bowl cette année, donc relégués au 4e rang. Le triomphe du Brésil au juillet, là, c'est imbattable. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et Philippe, maintenant un habitué, et Rodolphe, on espère vous revoir un jour sur notre plateau. Et mesdames et messieurs, merci également d'avoir été avec nous. Je vous invite à nous suivre sur Twitter ou avec le mot-clic Peter. Et on se retrouve la semaine prochaine sur le web dès mardi et sur le canal Savoir le mercredi soir à 21h. Merci. Au revoir.